Débat et controverse sur BFM Business. Nicolas Dose accueille les experts. Bonjour et bienvenue à l'actualité économique du jour. Nous réagirons à la proposition formelle transmise par Emmanuel Macron à Ursula von der Leyen pour proposer le nom de Thierry Breton afin d'occuper la place qui était initialement imaginée pour Sylvie Goulard, celle de commissaire européen à la politique industrielle, le marché intérieur, le numérique, la défense et l'espace. Petit bilan, on va commencer le bilan des années Mario Draghi. Il va se prononcer aujourd'hui, ce sera sa dernière prise de parole avant de passer la main à Christine Lagarde au début du mois de novembre. Partout où on lit des bilans de Mario Draghi, ça commence par l'homme qui a sauvé l'euro. Alors on verra si mes invités partagent ce point de vue. En attendant, les assureurs sont bel et bien sous pression à cause des taux négatifs. Après la filiale de Crédit Mutuel Arkea, c'est AG2R La Mondiale qui a annoncé une très importante levée de fonds de 500 millions d'euros sous forme de dette obligataire afin de garder des ratios de solvabilité convenables. Donc tout simplement pour renforcer ses fonds propres. Il n'y aura pas de relance en Allemagne dans l'immédiat. En tout cas, ça n'est pas d'actualité. La croissance chinoise est au plus bas depuis 1992. On commencera à regarder un petit peu quelles sont les conséquences concrètes de la guerre commerciale. Un mot du Brexit, bien sûr. Et puis, il y a eu cette prise de position de la Bundesbank en faveur d'un âge de départ à la retraite qui serait reculé en Allemagne vers 69 ans afin de faire face au choc démographique, pendant qu'en France, le gouvernement a bien du mal maintenant à arrêter une doctrine pour mettre en œuvre sa propre réforme des retraites, l'idée de la clause du grand-père pour passer d'un coup à une génération qui vivrait le nouveau système, tandis que la précédente ne dépendrait que de l'ancien. Tout ça, le gouvernement n'arrive pas à l'arbitrer et on est dans un flou absolu. Jean-Hervé Lorenzi, bonjour. Bonjour. Président du Cercle des économistes, co-auteur de la nouvelle résistance face à la violence technologique chez Erol, et le Cercle des économistes qui est partenaire de cette émission tous les jeudis. Et nous nous retrouverons bien sûr au mois de juillet à Aix-en-Provence. Christian Parizeau, bonjour. Bonjour. Chef économiste d'Orel BGC. Jean-Pierre Petit, bonjour. Bonjour. Président des Cahiers Verts de l'économie, organisme de conseil en stratégie d'investissement. Thierry Breton, Jean-Hervé Lorenzi, vous semble-t-il. Alors un nom inattendu, on ne s'y attendait pas. Il est aujourd'hui patron d'Atos, il a été chez France Télécom, chez Thomson, il a été ministre, il a été conseiller régional de Poitou-Charentes dans les années 80-90. Thierry Breton, 64 ans. Désigné par Emmanuel Macron pour porter cette candidature française. On ne s'y attendait pas. Si, on avait commencé à penser Michel Barnier. Non, étant donné le portefeuille, qui est un portefeuille quand même industriel, essentiellement spatial, numérique, industrie, c'est vrai qu'il est quand même très adapté à ce genre de choses. De mon point de vue, il a dû finalement accumuler des noisettes suffisantes pour avoir une rémunération moins importante comme fonctionnaire. Et il a quand même été ministre de l'économie. Il a toujours souhaité, et je pense qu'il le souhaitait de nouveau, retrouver finalement des fonctions qui étaient des fonctions plus politiques, plus d'action publique. Donc au fond, c'est pas une surprise extraordinaire. Et c'est un très bon choix, il est comme tout le monde, il a ses qualités et ses défauts, mais il est surtout un homme qui a une connaissance très profonde et précise du monde industriel, du monde économique. Après, on dit il a baissé la dette, peut-être, enfin, sûrement même. Il est à l'origine du fameux rapport Pébro, donc très obsédé par la réduction de la dette. Mais sur le fond, que ce soit dans les différentes fonctions qu'il a eues, je ne sais pas si vous avez cité aussi Thomson. Enfin, Thomson, France Télécom, Atos aujourd'hui. Etc. Il a quand même été véritablement un homme de l'action économique. Et moi, je trouve que c'est une très bonne idée. Meilleure même que celle de la personne qui n'a pas été finalement... Exactement. Excellente remarque. Jean-Pierre Petit. C'est exactement sachant qu'il est très très impliqué sur l'idée d'un grand projet européen sur les supercalculateurs pour pouvoir être compétitif. Encore mieux, si je puis dire. Voilà. Encore mieux. C'est parce que c'est exactement ce dont on a besoin. Donc d'un plan européen. Et puis en plus avec une compétence quand même. Un parcours industriel indéniable. Et une formation qui lui permet quand même d'aborder ces sujets avec une capacité de dialogue, de construction, une crédibilité qui est indéniable. Et effectivement, moi je trouve que c'était un bien meilleur profil. Je peux juste rajouter quelque chose. Alors allez-y. Super calculateur, je reprends ce que tu viens de dire. Il faut se souvenir que cet homme qui est en réalité très continu dans ses engagements à racheter Bull, fameux Bull. Qu'est-ce qui aujourd'hui gagne beaucoup d'argent chez Atos? C'est Bull, à travers ses supercalculateurs,
qui est quand même une tradition, cette affaire, et puis la cybersécurité. Donc c'est un homme, je vais dire, qui est prêt à lancer des grands projets, mais je voulais renforcer ce point de vue. Puis je pense que les ratios de dette publique, il a compris comme tout le monde que c'était plus vraiment dans l'air du temps, quoi. Surtout s'il veut, et compte tenu de plein de choses, et notamment compte tenu des exigences par rapport à notre retard dans le domaine des nouvelles technologies, hein, notamment. Voilà. On imagine bien en tout cas que, objectivement, il y a très peu de chances que ce nom soit retoqué cette fois-ci, comme l'avait dit Sylvie Goulard. Les raisons objectives de retoquer le nom de Thierry Breton pour ce poste stratégique ne crèvent pas les yeux. Il arrive en novembre 2011. Il succède à Jean-Claude Trichet, Christian Parizeau. En 2012, en juillet, c'est le Whatever it takes, cette phrase où on va lui attribuer la qualité d'avoir sauvé l'euro. Juillet 2014, le taux de dépôt passe en territoire négatif. Août 2014, le quantitative easing de la BCE est annoncé à Jackson Hole. Il est engagé en mars 2015. En septembre 2019, il a annoncé un nouveau paquet de mesures non conventionnelles, dont le fameux TLTRO, la mise à disposition de liquidités pour les banques. Bon marché, mais aussi un enfoncement un peu plus en territoire négatif du taux de dépôt à moins 0,5%, avec des phénomènes de seuil pour éviter de trop handicaper le secteur bancaire. Et donc en novembre prochain, eh bien, Mario Draghi passera la main à Christine Lagarde. Si je vous dis c'est l'homme qui a sauvé l'euro, vous validez ? Oui, alors lui et l'ensemble des membres de la BCE. Alors c'est toujours le problème, c'est-à-dire qu'on a tendance à beaucoup personnaliser l'action de la politique monétaire autour d'un homme. Alors c'est normal, c'est le porte-parole, mais il faut quand même rappeler, hein, au-delà de la personnalité de M. Draghi, c'est que derrière, il y a quand même un ensemble de gouverneurs, de staff, et c'est eux qui réfléchissent et qui prennent que c'est quand même une décision collégiale. Alors surtout, c'est d'autant plus fort qu'aujourd'hui, il y a des dissensions au sein de la BCE, qu'on voit qu'il y a des opinions très diverses, et ça ressort, et on s'aperçoit que finalement, le président, il est là aussi pour essayer de trouver un parler juste et finalement de bien gérer la communication de la BCE. Donc moi, ce que je retiendrai avant tout, avant ce qu'il a fait, pratiquement les solutions de politique monétaire, c'est avant tout l'aspect communication. Et au moins, il y a une chose qu'on peut lui reconnaître, c'est que cette fameuse phrase qu'on fera tout ce qui est nécessaire pour sauver l'euro, et ben ça, c'était vraiment un coup de génie. Alors, est-ce qu'il était de lui? Est-ce que c'est ses services qui lui ont proposé de parler comme ça au marché? Mais en tout cas, c'était vraiment une communication qu'il fallait au bon moment, au bon endroit, et ça a vraiment calmé la crise, parce qu'on est dans des marchés qui sont très psychologiques, et il fallait montrer au marché que quoi qu'il arrivait, il y avait un prêteur en dernier ressort, qu'il n'y aurait pas de défaillance des États, et qu'on aurait une solution, et que la Banque Centrale Européenne était là. Et ça, je pense que c'est au moins ça, la principale qualité, parce qu'avant tout, un banquier central, c'est un rôle de communication vis-à-vis des marchés, et vis-à-vis des investisseurs, de diriger les anticipations des investisseurs, de diriger la communication de la Banque centrale. Après, dans les mesures qu'il a prises derrière, je pense que, alors là, on va tous avoir des avis divergents, parce que c'est clair que derrière, dans l'action de la BCE aujourd'hui, on peut être pour, on peut être contre. On voit en tout cas qu'aujourd'hui, on se retrouve avec une politique monétaire qui a plus beaucoup de capacité d'intervention, qui reste quand même relativement limitée. Et alors après, je suis pas fan mais si on considère que son principal objectif c'est le retour de l'inflation, alors après on peut discuter sur cet objectif, mais dans les statuts aujourd'hui, la BCE c'est le retour de l'inflation. Ils ont quand même échoué. Pour l'instant, l'inflation n'est pas là. Mais c'est pas sa faute en tant qu'homme. Je pense que c'est plus la faute par rapport à l'économie, par rapport à toutes les banques centrales. Enfin, on voit que c'est un vrai problème de fond et de compatibilité de l'objectif par rapport à l'évolution de l'économie. Mais en tout cas, on peut dire au moins que la politique monétaire de la BCE, pour moi, est un échec sur son objectif principal, qui est l'inflation. Après, on peut dire qu'il y a d'autres éléments qu'elle a réussi quand même très bien, notamment à stabiliser les marchés. Ouais, c'est déjà un élément important. Dans un monde normal, quand on a une injection de liquidité, on a un phénomène d'inflation. Enfin, c'est comme ça que ça devrait se passer. Mais non, c'est comme ça. Bon, même question à Jean-Pierre Petit, l'homme qui a sauvé l'euro. Vous validez? Non, mais je suis pas du tout d'accord avec ce que tu viens de dire. D'abord, quand on dit c'est pas que Mario Draghi, c'est les autres. Quand je vois l'attitude qu'ont eu les autres gouverneurs de banque centrale, et notamment cet individu Weidmann, malfaisant en tout point, et anti-européen, faut bien le dire. Il a un avantage, c'est qu'il parle très bien français. Oui, bah c'est le seul. Il a fait ses études à Aix-en-Provence. Oui, d'accord. Okay, je sais que tu es sensible à Aix-en-Provence, enfin quand même, à part ça, je vois pas. Ou le patron de la Banque des Pays-Bas, etc., qui se sont opposés assez violemment, et pas seulement maintenant d'ailleurs. D'ailleurs, si je puis me permettre un aparté, si on regarde vraiment la situation actuelle, il n'y a pas tant de discussion que cela, puisqu'il n'y a pas eu d'opposition sur la baisse du taux, il y a une opposition sur
la renaissance du quantitative easing sans limite. C'est encore un autre aspect. Mais il y a pas limite de temps. Mais sur Il est à 20 l'orientation milliards par mois. fondamentalement accommodante de la BCE, il n'y a pas de discussion actuellement. Mais il y en a eu avant. Et en fait, c'est pour ça que je suis pas d'accord, parce que il a échoué à remonter l'inflation. Alors, j'en déduis quoi, du point de vue de la politique monétaire, qu'il faudrait remonter les taux pour qu'on tombe en négatif? Mais je sais que c'est pas une contradiction de toi, mais c'est souvent on reproche à Mario Draghi, à la BCE, de ne pas avoir réussi à faire remonter l'inflation, et en même temps on critique le quantitative easing et les taux d'intérêt négatifs. C'est absurde, c'est totalement schizophrénique. Bien évidemment, si j'avais un seul reproche à faire à Mario Draghi, mais je sais que c'est pas de sa faute, parce qu'il y avait le traité, il y avait les structures, il y avait la pensée, il y avait le fait qu'il y avait un déni de réalité par rapport à nos problèmes, qui sont les problèmes de la japonisation du monde. Et dans quelques semaines, on va fêter le pic de la bulle boursière au Japon, le 22 décembre 1989, si je me souviens bien. Eh bien, c'est la japonisation du monde, c'est l'englument dans une spirale déflationniste soft, certes, mais néanmoins réelle, la baisse de la croissance nominale dans le monde, la montée de la dette. Quelles sont les alternatives quand on a ça, si ce n'est ce qu'a fait la BCE? Mais si j'avais un reproche à le faire, c'est de l'avoir fait pas suffisamment fort et pas suffisamment tôt. Il est arrivé en novembre 2011, il n'a pas été réagi. Alors, c'est en juillet 2012 si je dois comparer le bilan de Mario Draghi par rapport à ses deux prédécesseurs, alors là, il n'y a pas photo. C'était Jean-Claude Trichet et Wim Duisenberg, si vous voulez répondre. Je rappelle juste, on est finalement assez d'accord. Moi, je ne suis pas du tout d'accord avec ce que vous avez dit. Il faut se souvenir que en juillet 2008, son prédécesseur augmente les taux d'intérêt, ce qui était quand même d'une mesure, d'une intelligence et d'une... Et il recommence en 2011. Il recommence en juillet 2011. Voilà. Deuxième sujet, la question de la rapidité du quantitative easing en Europe par rapport à ce qu'il fait aux États-Unis est évidente, elle n'est pas tellement de sa responsabilité. Parce que le 26 juillet, cher ami, personne ne lui dit. Il le fait en cours de séance. La fameuse phrase. Et c'est les problèmes de crédibilité dans la vie. C'est la crédibilité qui compte. J'ai du mal à croire qu'il ne l'ait pas préparé et qu'ils avaient... Bien sûr qu'il l'avait préparé. Bien sûr qu'il l'avait préparé. Mais est-ce que c'est Weidmann qui lui a dit de dire... Alors, on est d'accord. Alors. Il savait qu'à un moment donné, il fallait envoyer ce message. Et il savait que derrière lui, il avait l'ensemble des gouverneurs qui allaient soutenir cette politique. Parce qu'il n'y a rien eu de pire que d'envoyer ce message et derrière ne pas le faire. Donc il savait que derrière lui, il avait quand même le comité. Le problème des mots, le problème de la crédibilité d'un homme est déterminant. S'il fallait dire quelque chose de Draghi, c'est que c'est surtout un homme qui, on oublie de le dire au départ, est un universitaire. C'est un type, il a fait sa thèse de MIT, mais il a été professeur après, puis Goldman Sachs, puis la Banque mondiale. Goldman Sachs, il a une crédibilité incroyable que aucun des autres banquiers présents dans l'ensemble n'a. Donc la réalité, c'est pas uniquement un communicant, c'est surtout un homme qui, quand il dit je crois ceci, les gens disent il doit avoir raison et les marchés suivent. Vous qui êtes un homme de marché, vous devriez être particulièrement sensible au fait que la parole, la crédibilité des gens est absolument déterminante. Par ailleurs, Nicolas, vous l'avez dit avec très grande justesse. Moi, j'ai commencé ma vie universitaire en faisant des cours de monnaie. Et à l'époque, c'était assez simple. Je te mets de la liquidité, ça veut de la façon. Il se trouve que aujourd'hui, personne, pas plus vous que moi, pas plus que Jean-Pierre, pas plus que n'importe qui ici, n'est capable d'avoir une théorie monétaire qui soit adaptée à ce qui se passe aujourd'hui. Ouais. Ça n'en est pas rien. Je veux dire, c'est ce que tu as appelé la japonisation du monde, ça s'impose. Comment on en sortira? Comment on peut la comprendre? Comment on peut lutter contre ça? Bien difficile à l'imaginer, sûrement pas dans les mois qui viennent, mais c'est, j'allais dire, un élément extérieur à ce que peut faire un banquier central. Les banquiers centraux de partout sont soumis aux mêmes contraintes. Alors je veux juste rajouter deux petites choses. D'abord, la crédibilité de l'homme, cette fameuse phrase « whatever it takes », attention quand même, ne lui accordons pas trop d'importance. Parce que c'est fort parce qu'il y a l'OMT derrière. Donc il y a l'arme de dissuasion nucléaire. L'OMT, je rappelle, était un dispositif qui permettait à un État qui en avait le besoin, s'il le demandait, d'obtenir un soutien financier des Européens sous condition. Et ça n'a jamais été actif. Deuxièmement, pour moi, c'était un grand dirigeant européen, et il n'y en a pas eu tant que ça sur les dernières années. Mais pourtant, le terme européen, il n'y en a pas eu beaucoup, oui.
Non, véritablement européen voilà. et opérationnel en matière de politique. Et je dis toujours, parce que on présente la politique monétaire sous un aspect, à mon avis, excessivement technique, notamment sur l'objectif d'inflation, etc. Dans politique monétaire, il y a politique. Et la BCE est la seule institution fédérale de la zone euro à pouvoir opérationnel immédiat. Et qu'on le veuille ou non, dans toutes les économies du monde, le rôle des banques centrales est de plus en plus important parce que nous sommes dans des économies endettées, extrêmement endettées, et plus endettées qu'elles ne l'ont jamais été de toute l'histoire du temps de paix, et elles sont financiarisées. Donc, étant financiarisée, étant très endettée, eh bien évidemment, la politique monétaire est extrêmement importante et a été vitale dans ce que vous appelez sauver la zone euro, parce que c'est une construction quand même, le moins qu'on puisse dire, qui a été extraordinairement laborieuse, et on peut même le dire un peu anachronique sur certains, parce que l'objectif d'inflation, enfin stabilité des prix, avec Duesenberg et Trichet, c'est on lutte contre les moulins à vent de l'inflation. Enfin, c'est hallucinant quand on voit ce qui s'est passé, notamment avec la japonisation du monde et les pressions déflationnistes qu'on voit un peu partout. C'est comme la Commission européenne et sa politique de la concurrence, sur laquelle on pourrait revenir, etc. C'est des règles fondamentalement passéistes et anachroniques, auxquelles Mario Draghi s'est attaqué comme un grand politique qu'il a été. Un grand politique. Allez-y, pour clore le sujet. Juste pour expliquer un élément, pourquoi je disais que c'est un porte-parole. Parce que je vais prendre un exemple. Alors, on ne l'a pas en Europe et c'est dommage, mais on a avec 5 ans de retard aux États-Unis ce qu'on appelle les transcripts, où on a mot pour mot tout ce qui est dit au cours de la réunion. Et j'ai été très étonné des fois de voir, par exemple, à l'époque de M. Bernanke qui avait un discours qui était totalement différent lors des réunions du discours qu'il avait derrière en conférence de presse, où il faisait la synthèse et il s'opposait au reste des autres membres et il disait au moment de la conférence de presse des choses qui étaient la synthèse de ce qu'avaient dit les autres membres, mais que lui ne pensait pas personnellement, et durant la réunion, il avait dit des choses opposées. Donc ça montre bien que, attention à l'image qu'on donne à l'extérieur et ce qui se passe réellement dans les comités. Alors c'est vrai que le problème de la BCE, c'est qu'on n'a pas ces mots mot pour mot, tout ce qui est dit, on a juste cette communication officielle, mais faut toujours faire attention à l'image qu'ils donnent et surtout aux contraintes qu'ils ont. Et je pense que Draghi a quand même permis, surtout aux pays du Sud, d'avoir plus de voix, parce que ce qui ressort d'après ce qu'on a eu, c'est qu'à l'époque de Trichet, alors je ne veux pas dédouaner Trichet ou quoi que ce soit, mais il avait une très forte pression de l'Allemagne et qui avait un poids énorme dans les débats internes au sein de la BCE. Et je pense que l'Allemagne aujourd'hui réagit parce qu'ils ont été un petit peu, ils sont moins présents, ils sont moins forts, ils ont un poids politique beaucoup moins fort aujourd'hui au sein des décisions de la BCE. On a plus rééquilibré le pouvoir entre les différents gouverneurs et ça c'est peut-être un apport, mais c'est difficile à juger parce que justement on n'a pas tous ces transcripts de tout ce qui est dit réellement et on n'a que cette communication extérieure. Mais attention à l'aspect communication et ce qui se passe réellement dans les coulisses. La réalité, juste encore un mot pour vous dire un désaccord, mais c'est bien qu'il y ait des désaccords. La réalité, c'est que cette affaire de taux d'inflation, c'est du catéchisme, mais personne ne croit que ce soit le véritable objectif aujourd'hui de la Banque Centrale Européenne. De moins en moins. Qu'est-ce que veulent les gens? C'est que les politiques monétaires qui sont aujourd'hui, peut-être ça ne durera pas d'ailleurs, mais sont aujourd'hui le seul instrument d'intervention public qui permet de maintenir la croissance. Ils veulent la croissance de l'emploi et du pouvoir d'achat. C'est ça ce que veut le monde entier, et les Européens comme les autres, et les Allemands comme les autres. Ils veulent leur retraite, c'est comme tous les pays vieillissants. Ils veulent éviter de perdre leur épargne aussi. Oui, c'est ça, ça revient au même, ils veulent leur retraite. Et donc dans ce cadre-là, je veux dire, au fond, l'immense talent de Draghi, je reprends un peu ce que Jean-Pierre a dit, c'est en réalité avoir fait bouger le dispositif, non pas vers un catéchisme de problèmes dont personne n'a rien à faire aujourd'hui, que le taux d'inflation soit de 1,2 ou 1,4, honnêtement, ça ne vous empêche pas plus de dormir que moi. Ce qu'on veut, c'est que ce soit un instrument de croissance. Est-ce que là-dessus, il a réussi? Est-ce qu'aujourd'hui, il peut continuer, ou Madame Lagarde peut continuer à réussir? C'est difficile à imaginer, parce que on arrive, me semble-t-il, à la fin d'un cycle de l'intervention efficace des politiques monétaires sur l'activité économique. Mais ça, c'est un fin d'un cycle de l'efficacité des politiques monétaires. Quand on voit des grands assureurs comme AG2R La Mondiale lever 500 millions d'euros de dettes obligataires pour renforcer leurs fonds propres parce que ça ne va pas, on est bien directement sur une conséquence négative de la politique monétaire telle qu'elle est pratiquée aujourd'hui. C'est pour ça qu'il faut passer à l'hélicoptère monnaie. Voilà, ne perdons pas de temps. Et n'attendons pas la prochaine crise, pour une fois. Pour y passer, parce que de toute façon, il va y passer. Alors, voilà. De toute façon, on va... Bien sûr, on fait partie de générations qui connaîtront ce truc-là. Non mais attends, tous les jours, tu parles de ça.
tous les jours, fascine, mais les emmerdements sur les 10 prochaines années en Europe, sur le changement climatique, la révolution numérique, le vieillissement qui va s'accentuer. Tu crois qu'on va... Et la croissance potentielle, allez, on va être gentil à 1% hein, sur la zone euro. Tu crois qu'on va réussir tout ça avec 60% de dette publique? Parce que d'ailleurs, aujourd'hui, personne, à part l'Allemagne et les Pays-Bas, ne réussissent à satisfaire. Je pense d'ailleurs que, curieusement, quand on regarde vraiment de près le discours politique et économique en Allemagne, il est beaucoup plus réparti aujourd'hui qu'il n'était même il y a 2-3 ans. Notamment avec le poids des écologistes. Voilà. Et la nomination par Mme Merkel de quelqu'un, tout le monde s'est dit ça va être Weidmann. Weidmann, c'est vrai que c'est un peu une caricature, excepté sa bonne connaissance du français. Mais aujourd'hui, même Mme Merkel sent qu'il faut trouver des solutions nouvelles. Alors maintenant, quels sont les instruments à mettre en œuvre? On verra bien. Mais qu'il y ait des nouveaux instruments, c'est évident. Aujourd'hui, de toute façon, on le voit très clairement, les banquiers centraux nous parlent de maintenir les taux durablement bas, mais c'est peut-être un message qui est beaucoup plus envoyé maintenant aux États qu'aux investisseurs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le message envoyé, c'est on maintiendra les taux très bas, donc vous pouvez vous endetter, vous pouvez financer l'économie. On marque une pause. Vous me direz ce que vous avez oublié dans un instant. En tout cas, la relance n'est pas d'actualité en Allemagne, même si elle est en débat, et la croissance chinoise montre quand même des signes de faiblesse. Elle est tombée à 6% au troisième trimestre, en chiffre officiel. C'est un plus bas depuis 1992. Et on verra avec vous, Christian Parizeau, qu'il y a eu des chiffres trimestriels aux États-Unis d'entreprises qui sont une traduction très concrète des conséquences de cette guerre commerciale. À tout de suite. Débat et controverse sur BFM Business. Nicolas Dose accueille les experts. Jean-Hervé Lorenzi, président du Cercle des économistes partenaires de BFM Business et incarné tous les jeudis dans cette émission, co-auteur de La Nouvelle Résistance face à la violence technologique publiée chez Erol. Christian Parizeau, chef économiste d'Orel BGC. Et Jean-Pierre Petit, président des Cahiers Verts de l'économie, organisme de conseil et de stratégie d'investissement. Ah, j'ai oublié quelque chose, disait Jean-Pierre. Non, je disais que le message de Trump et de Warren... c'est très très important. Elisabeth Warren. Oui, à l'Europe. La sénatrice démocrate qui se verrait bien candidate. Ben oui, puis qui a une bonne probabilité on en a parlé la fois dernière. D'être nominée. Hein, donc enfin, on va en parler au cours des prochains mois. C'est que pour les dépenses de sécurité, le message est très clair, c'est débrouillez-vous. Les Européens, débrouillez-vous. Ben bien sûr, vous dépensez à peu près un tiers de mes dépenses militaires, à moi aux États-Unis. Moi, j'ai 335 millions d'Américains à défendre. Vous, l'Europe, si je tiens compte du Royaume-Uni, vous êtes 515 millions, vous dépensez qu'un tiers. Ce temps-là est terminé. Je veux bien aller commémorer tous les 6 juin le débarquement, ça y a pas de problème. Mais les ambitions impériales de la Russie, de la Turquie, la folie meurtrière de Daesh, ça va être à vous de la gérer, hein, mes amis. Et d'ailleurs, c'est un discours qu'on voit d'une manière générale. C'est un discours qu'on voit à l'égard de l'Arabie Saoudite, à l'égard... Mais c'est un discours envoyé au Conseil européen, pas à la BCE. Non, mais ce que je veux dire, oui, non, mais bien sûr, mais voilà, bah oui, ça veut dire que, non, mais quand je parle d'hélicoptère-monnaie, c'est les contraintes qu'on va avoir sur les finances publiques au cours des prochaines années. Les cyberattaques, on est très en retard. Enfin, je veux dire, il va falloir aussi investir dans la technologie. Mais tout ça, on va jamais réussir avec nos normes de finances publiques. C'est impossible. Je que Jean-Pierre est très positif. Je suis constant de dire, j'ai 330 millions d'Américains à défendre. Il ne dit pas, j'ai 1,4 milliard de Chinois attaqués. C'était quand même... du maire direct ou indirect qui quand même se passera un jour ou l'autre. Avant d'évoquer les conséquences de la guerre commerciale, Christian Parizeau, on va finir par en parler de manière un petit peu plus concrète de ce qui se passe pour les assureurs vie avec ces taux négatifs. Quand on voit qu'après une filiale de Crédit Mutuel Arkea, c'est quand même AG2R La Mondiale qui décide maintenant de se recapitaliser en urgence à hauteur de 500 millions d'euros de fonds propres pour être dans les clous de ses ratios de solvabilité. Quand même pas très bon signe. On se demande d'ailleurs, le fameux fonds en euros traditionnel, quel est son avenir, quoi. Et la France n'est pas le pire. Et la France n'est pas le pire. J'ai des clients à l'étranger qui sont en train de racheter leurs contrats. Ils vont voir aujourd'hui leurs commerciaux. Le principal but aujourd'hui, c'est d'aller voir les clients et leur dire vous voulez pas clôturer votre contrat parce qu'on a des taux garantis et on ne va pas y arriver. C'est notamment la Caisse d'épargne de Munich qui a fait un coup incroyable. On est dans cette situation-là. Là, on commence à voir parce qu'on rentre dans l'idée qu'on est sur une période durable de taux négatifs. C'est-à-dire que c'est pas du tout la même chose si on était sur 2-3 ans
3 ans de taux négatif ou si vous l'êtes sur 10 ans. Et là, il y a un vrai problème parce que même garantir aucune perte en capital, eh ben, ça peut coûter en fonds propres aux assureurs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous perdez 1% de tous les ans, eh ben, vous avez un impact et vous pouvez pas garantir le capital. Donc derrière, il y a un vrai problème. Il y a un problème de fond parce que soit on casse cette garantie en capital des fonds euros, mais attention à la réaction des épargnants. Est-ce qu'on n'a pas un risque de déstabilisation du système? Il ne faudrait pas que d'un seul coup, il y ait des arbitrages particulièrement violents. Donc c'est pas forcément une bonne chose. Ou soit un arbitrage particulièrement violent, c'est le moment où massivement les épargnants décident de venir récupérer leur argent. Donc dans les banques, c'est le bank run. Là, c'est à peu près le même principe. C'est pas facile à gérer ce genre de choses. Dit-il gentiment. Voilà. Il y a un vrai problème aujourd'hui pour les assureurs pour gérer ces contrats. Alors ils essayent de le faire en douceur en disant prenez des unités de compte pour un peu ne plus avoir cette garantie, mais on voit que l'épargnant n'arbitre pas très rapidement et c'est très difficile aujourd'hui de changer des habitudes. Donc on est sur un vrai problème majeur et on commence à avoir des assureurs, un de nos clients qui nous disent on va tenir encore 2-3 ans, mais on aura un vrai problème qui commence. Pour vous donner une idée, je faisais une présentation chez un assureur récemment et l'une des questions que m'a fait l'assureur, il m'a dit est-ce que vous pouvez me donner une note pour m'expliquer comment les assureurs japonais ont fait pour résister à la politique monétaire de la BOJ. Et je serais vraiment intéressé de comprendre comment ils ont fait. Donc on voit qu'on commence à réellement intégrer dans le monde des assurances véritablement le fait que ces taux négatifs, c'est pas 2-3 ans, c'est on rentre dans un cycle vraiment durable et qu'il va falloir commencer à réfléchir comment on gère ça. Assis à cette même place il y a quelques jours, Patrick Artus nous prévoyait quand même des trépas d'assureurs vie probablement. De toute façon, les taux négatifs, c'est une bombe à retardement pour l'assurance vie, c'est une bombe à retardement pour le financement de la retraite par capitalisation. Et là, on commence, quand on part dans l'idée qu'on est sur un niveau durablement, quand on met le mot durablement là-dedans, on est sur une vraie remise en cause de l'épargne et de la façon dont on gère son épargne. Et donc c'est là on commence à avoir ces effets-là qui apparaissent. Dites pas ça parce que Jean-Pierre Petit, il les imaginerait bien davantage négatifs les taux. Oui, juste peut-être pour compléter ce que vous venez de dire, d'abord il y a quand même des évolutions. Vous avez oublié de rappeler ce que dit Generali, c'est-à-dire je ferme en réalité les fonds en euros. Les fonds en euros, ça me fait perdre de l'argent, donc je les ferme. Donc c'est à la fois doux, mais ça peut être assez brutal et de pousser. Deuxième sujet, c'est qu'il y a quand même un bout de solution qui consiste aussi à modifier les règles de solvabilité. Solva 2 est une des plus grandes stupidités, une des plus grandes stupidités qu'on ait pu imaginer. Je veux dire, donc ça a entraîné le départ des assureurs de manière massive de leurs investissements en actions. Et il est bien clair que, je veux dire, on peut très bien imaginer que cette régulation qu'on a imposée à la suite de la crise de 2008 soit modifiée, qu'on revienne à des choses qui soient plus raisonnables. Donc tout ça nous donne peut-être 3, 4, 5 ans. Et dans 3, 4, 5 ans... Clause de revoyure. Même discours sur les banques. On a régulé à l'extrême le système bancaire européen. Le système bancaire européen qui avait quand même, que je sache, beaucoup moins de responsabilités de la grande crise de 2008-2009 que les banques américaines. Et pourtant, c'est quand même le déluge réglementaire s'est abattu sur le système bancaire européen. Et donc les banques qui se plaignent... de la baisse de leur rentabilité, c'est dû à toute une série de choses. Je ne dis pas que les taux d'intérêt négatifs soient une bonne nouvelle pour la marge d'intérêt, ça je suis bien d'accord, mais le déluge réglementaire, la faible croissance qu'on a eue depuis 10 ans, la faible croissance nominale qu'on a eue par rapport aux États-Unis, la concurrence des fintech et même maintenant des GAFA, la digitalisation, sont à mon avis des challenges autrement plus importants pour l'avenir des banques. Alors sur les compagnies d'assurance, moi je suis intervenu il y a déjà plusieurs années devant les compagnies d'assurance et notamment aussi devant les fonds de pension qui ont à peu près la même... Pas du tout dans le même univers de taux. Mais si, parce que moi je me suis rendu en 2012 à Genève pour intervenir devant une association de fonds de pension suisse et j'aurais dit qu'on allait vers les taux d'intérêt négatifs, c'était normal. J'étais pas très populaire à la fin de la conférence, mais peu importe. Et je leur ai dit, je leur ai parlé des compagnies d'assurance japonaises. Mais bon sang, on a le Japon là depuis 30 ans. Alors regardez, mais c'est pour ça que je comprends pas que toutes ces discussions d'ailleurs totalement vaines sur les taux d'intérêt négatifs. De toute façon, on n'a pas d'alternative. Si vous voulez des taux d'intérêt positifs, allez en Argentine, vous verrez.
Et s'il y avait un krach obligataire, j'aimerais bien savoir dans quelle situation seraient les compagnies d'assurance et les banques. Donc oublions ce truc-là. On va y aller, on va y rester, on n'a pas d'alternative. Donc quels sont les degrés de liberté dont on dispose? Solva 2. Et c'est Solva 2. Solva 2. Il faut changer Solva 2. Et sinon, les compagnies d'assurance vont connaître des vagues de restructuration interne, externe. Et d'ailleurs, ça a déjà en partie commencé. Et puis, il ne faut pas se faire d'illusions. Elles vont répercuter progressivement une partie de leurs pertes sur leurs clients. Il ne faut pas non plus rêver sur la prévoyance. Attends. Oui. Sur la prévoyance, la retraite et la santé. L'assurance dommage aussi qui... Alors, sur l'histoire des flux massifs qui sortent des contrats en euros, alors, regardons ce qui s'est passé au Japon. Regardez la position cash des ménages japonais depuis 30 ans, ou cash des entreprises non financières. En déflation, cash is king. C'est ça la réalité. Le seul mec qui s'en est sorti depuis 30 ans au Japon, c'est celui qui a investi dans le cash en termes réels, de rémunération réelle, et dans les obligations publiques. Donc, dans les formules de contrats en euros. En plus, les contrats en euros, je voudrais juste rappeler que les sorties, l'illusion des sorties massives, si les gens devaient sortir massivement des contrats en euros parce qu'ils auraient peur, c'est pour aller où, parce que j'aimerais bien voir, moi, le contexte dans lequel... Voilà. Le livret A. C'est pour aller à la maison. Voilà. À la maison, les billets de banque. Oui. Non, mais il y a Sapin 2, je ne sais pas si tu te souviens. Et il y a l'avantage sur les successions. On rappelle l'article 21 bis. Il y a Sapin 2 et l'avantage sur les successions. Le livret A, c'est... Mais on est en train de larguer tout le monde. Il y a Sapin 2, je ne sais pas si tu te rappelles. C'est dans la loi Sapin. Il y a une disposition qui permet, sur décision politique, de bloquer pendant un délai de 3 mois renouvelable une fois, mais probablement encore renouvelable, tout retrait d'argent des dispositifs d'assurance vie en cas de crise systémique. Voilà. Pour être encore plus précis, de l'argent. Pour être encore plus précis pour les auditeurs, évidemment, Solva 2, il faut rappeler que c'est les règles de régulation qui obligent les assureurs à prendre tellement de précautions en capital dès qu'ils investissent dans une action, qu'évidemment, ils ne l'ont pas fait. Et que c'est ça qu'il faut libérer de manière à pouvoir leur permettre d'aller chercher de l'argent ailleurs. Deuxième aspect, le livret A en réalité, c'est du quasi-cash, puisqu'on peut le sortir comme on veut. Donc, c'est l'équivalent. Il connaît le même problème que l'assurance vie, parce que sa rémunération est évidemment très faible et le demeurera. Et donc, on va constater que peut-être pendant 5 ans, 10 ans, les gens, ils vont perdre ou en réalité relativement peu perdre d'argent en ayant une sorte de sécurité. Alors la sécurité, c'est d'avoir sous son matelas ou de l'avoir, une garantie en capital qui, à mon avis, sera maintenue ou un peu modifiée. Mais... Après, c'est juste net de frais de gestion. On sera sur l'absence de garantie. Oui, mais il faut pas oublier l'argent une fois les frais de gestion des. Faut quand même pas oublier. On change de. Non, mais faut pas oublier un avantage quand même fondamental, c'est l'avantage pour les droits de succession. C'est très. Tu n'es pas au régime du droit des successions en France. Tu as un avantage par rapport à cela. Et n'oubliez pas que l'assurance vie est très concentrée dans les patrimoines élevés âgés. Et l'assurance vie, c'est aussi pour transmettre. Voilà. Nous, notre principale crainte, c'est surtout que ça fasse un choc un peu psychologique face à ça et que les gens se renforcent sur l'immobilier. Et ça alimente encore la hausse de l'immobilier. Et ça serait plutôt pas forcément un élément. Il y a une question de prix aussi sur l'immobilier. Oui, mais quelle est la poule, quelle est l'œuf? En réalité. Il y aura, moi je suis d'accord là-dessus avec vous, il y aura évidemment un transfert vers des actifs réels, parce que là on a l'impression, tout le monde va chercher à se garantir, les gens n'ont pas de raisonnement financier incroyable, et l'idée d'un immobilier dont évidemment l'impact sera lourd en matière de hausse des prix, dont l'impact sera très lourd en matière sociale, parce que je veux dire ça locatif, c'est sûr. Et puis surtout ça colle les jeunes, dont on va parler dans un instant avec le grand-père. La clause du grand-père, ça les met encore en situation extrêmement difficile pour pouvoir acquérir un bien immobilier. Alors justement, allons-y. J'ai 3 sujets, j'espère qu'on pourra traiter les 3. On terminera, si on a le temps, Christian Parizeau, avec les chiffres que vous observez régulièrement, nuit après nuit, sur les résultats d'entreprises qui sont des traductions concrètes et empiriques de ce qui se passe sur le terrain commercial. C'est vrai que là, on est un peu perdu, Jean-Hervé Lorenzi, parce que le gouvernement n'a plus de doctrine et plus de ligne directrice sur la mise en place de la réforme des retraites. L'idée a commencé à s'installer que sans la clause du grand-père, on ne parviendrait à rien. La clause du grand-père signifie que, par exemple, en 2035, tous les nouveaux retraités qui aujourd'hui sont probablement en 6e, voire pour certains sont à peine nés, eh bien, il se passerait du jour au lendemain au nouveau système.
Comme ça, on préserve l'ancien système avec tout ce qu'il suppose d'avantages, d'intérêts particuliers acquis depuis des générations que personne ne semble vouloir lâcher. Et ça permet d'avoir quelque chose de socialement acceptable et ça prend 40 ans. Deux réflexions. La première, c'est que c'est au fond le dernier acte de quelqu'un qui ne sait plus résoudre les problèmes. Vous vous souvenez, pour la SNCF, c'était la réforme ne concernait que les gens qui rentraient. C'est le cas. 1er janvier, c'est une espèce de clause. C'est une clause, de mon point de vue, absolument stupide et qui est quand même, j'allais dire, au fond, une marque de faiblesse totale. Si on fait une réforme des retraites, c'est parce qu'on estime que, notamment, les jeunes actifs risquent d'être pénalisés dans les années qui viennent. Et donc, en réalité, on essaye de trouver quelque chose qui est, j'allais dire, plus équilibré sur un plan intergénérationnel. Deuxième aspect, on a cette vision curieuse de voir la jeunesse, y compris les jeunes actifs, ne pas comprendre que les systèmes de retraite tels qu'ils sont aujourd'hui sont au bénéfice des gens de ma génération et la génération qui vient, et qu'ils sont les grands perdants de la situation actuelle et qu'ils ont intérêt à ce qu'on fasse la réforme des retraites. C'est une petite critique que je fais à mes collègues professeurs d'économie de ne pas arriver à convaincre les jeunes de cela. Troisième aspect, et dans la réforme, il y a un conseil que j'aurais tendance à donner à M. Delevoye et au gouvernement, c'est essayer de rapprocher, puisqu'il s'agit de rapprocher des régimes de retraite des salariés, du public et du privé. Laissons tomber pour le moment tous les indépendants, c'est de là. C'est parce qu'on cumule les inconvénients, on va se taper non seulement les régimes spéciaux, ce qui est déjà pas très simple, mais en plus les pharmaciens, les médecins, les avocats. Tout ça est inutile et en tout cas dans un premier temps, et si on veut réaliser dans un terme qui n'est pas très court d'ailleurs, puisque c'est dans les 3-4 années qui viennent, quelque chose... 2025. Et on est déjà en train de créer différences d'âge, différentes dates d'entrée, de naissance. Mon conseil numéro 1, c'est de se dire, laissons tomber les régimes indépendants pour un temps, essayons déjà de rapprocher les régimes de salariés, car la vraie raison, c'est que la retraite, c'est le poison de la société française. Chaque Français pense que son voisin a un système de retraite qui est plus favorable, et ça crée évidemment un espèce de sentiment très très profond. C'est vraiment la réforme la plus difficile à faire, clairement. Non pas techniquement, encore que techniquement c'est difficile, mais c'est surtout parce que c'est le dispositif sur lequel les Français sont le plus sensibles, et en plus le plus paranoïaques. Oui. Et la société de défiance, elle vient un peu de là, de ces frustrations accumulées en plus, parce que ça fait... Mais enfin, si on laisse tomber les régimes spéciaux, ça veut dire que cette quête d'équité, cette quête d'universalité est assez, malgré tout, difficile à mettre en place. Non, c'est pas ce que je propose. Moi, c'est les régimes des indépendants. C'est les pharmaciens et autres... Profession libérale et indépendante. Je laisse tomber, pour le moment. Il y a quand même une bonne nouvelle. Vous vous rendez bien compte que même pour les agents de la RATP ou les électriciens gaziers ou la SNCF, ça va être compliqué. Ils vont nous le dire clairement le 5 décembre prochain. Qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Un petit peu point positif, là, c'est que les taux d'intérêt négatifs nous remettent de la rentabilité au système de retraite par répartition par rapport au système par capitalisation. Hein. Bon, c'est un truc dont on parle de... La retraite par capitalisation, les arguments manquent quand les taux sont négatifs. Ah oui, c'est sûr. Les fonds de pension anglo-saxons sont quand même en grosse difficulté, hein, non seulement au niveau de leur... Alors, heureusement que alors eux, ils ont le droit d'acheter beaucoup d'actions. Et vu les performances du marché américain depuis presque 11 ans maintenant, c'est extraordinaire. Mais... Ils sont vendeurs nets depuis la dernière crise d'actions américaines. Oui, mais d'accord, mais là... Comme ils ont la population qui vieillit, ils sont obligés d'avoir beaucoup plus d'obligataires dans leur portefeuille, et donc ils réduisent leur portefeuille. Non, je suis d'accord. De toute façon, les performances des obliges ont été bonnes. Oui, mais là où ils souffrent le plus, c'est au niveau du passif. Parce qu'évidemment, la chute des taux d'intérêt les pousse à réévaluer leurs engagements. Oui. Et donc ça, c'est très, très contraignant. Ce qui veut dire que finalement, on est plutôt dans un environnement plutôt sympathique par rapport à tout ce qu'on a connu sur les débats des retraites. Moi, ça fait 40 ans que j'en entends parler. C'était un débat. Moi, j'ai perdu une partie de ma jeunesse. Des soirées entières sur capitalisation contre répartition. Alors que c'était idiot. Personne en France n'a jamais remis en cause le système par répartition. Et quant à la capitalisation, il s'agissait de savoir si on allongeait l'assurance vie de 8 ans à 12 ans, 13 ans. Enfin, tout ça a été surréaliste, ces débats. Et in fine, c'est un partage de la création de richesse à l'instant T. Donc on finance par répartition, par capitalisation. À un moment donné, c'est un mode de diversification. Il ne fallait pas que le
mot fonds de pension apparaisse en France. Le fonds de pension ne devait pas exister. C'était l'incarnation d'un système financier hérité de l'univers anglo-saxon libéral et ça ne pouvait pas exister sur le territoire français. Alors il y en a en Suède, néanmoins. Il y en a aux Pays-Bas, en Suisse. Il y en a d'abord un peu partout en France. Comme vous le savez, on parle toujours de la préfond, c'est vrai, mais les régimes, les pharmaciens ont un fonds de pension. Enfin, il y a plein de fonds de pension en France. Donc c'est comme toujours, en France, on est les rois du double discours. On verra comment cette réforme des retraites va s'installer dans son agenda, dans son calendrier. 2025, ça me semble très particulier, très compliqué. Vous avez vu qu'on a commencé à nous expliquer qu'en fonction de qui vous êtes, la réforme s'appliquera pour ceux nés en 63, ou ceux nés en 68, ou ceux nés en 73. Et là, on commence à créer des sacrées distances et des sacrés cas particuliers au milieu des cas particuliers. Pour quelque chose qui se présentait comme universel, pour chaque euro cotisé, les mêmes droits pour tout le monde, on n'est plus du tout sur la ligne de départ, mais on va voir comment le gouvernement va se sortir de cette histoire. En tout cas, la clause du grand-père, c'est pas sa tasse de thé pour le moment, il est plutôt de votre avis. Après, il n'a pas la solution pour aboutir à quelque chose de socialement acceptable pour tout le monde. Vous vouliez dire un mot des CDI, Jean-Pierre Petit? On a eu des chiffres de l'ACOS, la Banque de la Sécurité Sociale. Les déclarations d'embauche sont à un niveau record au troisième trimestre. 2 200 000, une hausse de 2,3% sur 3 mois, et le CDI caracole. Oui, c'est ça qui m'a le plus étonné dans les chiffres que j'ai regardés assez rapidement. Attention, il ne domine pas, hein. Il est en très forte hausse. Non, mais c'est quand même assez impressionnant. Enfin, je veux dire, moi, j'aurais pas pensé ça il y a quelques années. Et je me demande, mais j'en suis pas sûr, parce que j'ai pas étudié le truc, si la réforme du marché du travail ne mord pas un petit peu là-dessus, le fait qu'on ait un petit peu comment c'est dire, réduit les angoisses des chefs d'entreprise. J'en sais trop rien parce que je l'ai pas du tout estimé. Mais ça n'est scientifiquement pas prouvable, mais la fenêtre de création nette d'emplois et de déclaration d'embauche en hausse correspond à peu près à ce qui suit ces différentes réformes de la loi El Khomri jusqu'aux ordonnances Pénicaud. On peut commencer ça, El Khomri. En 2016. On peut même commencer avec le CICE, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, ça a quand même été une dynamique financière importante. Et ensuite, on a mis un prix au licenciement et on a fait reculer les contentieux devant les prud'hommes. On peut imaginer que ça a eu un impact. On peut imaginer, on constate pour le moment. Alors on constate, oui, mais on adore les faits, nous. Oui, mais on ne peut pas dire que tant de créations d'emplois ont été rendues possibles par la réforme El Khomri, par les ordonnances Pénicaud, par la formation d'apprentissage, et vous allez voir l'assurance chômage. Non, mais par exemple, l'apprentissage, les chiffres records sur l'apprentissage, ça c'est directement lié à la loi. Là, on est d'accord. Sur l'apprentissage, on est d'accord. Parce que les réformes de Macron, je trouve que. Et El Khomri, El Khomri, je trouve qu'il y a des choses qui ont été positives, qui ont été très significativement, j'allais dire, avec des résultats assez nets. Moi, je dirais qu'il y a un autre élément aussi, il y a une vraie prise de conscience de la part des chefs d'entreprise qu'aujourd'hui, on va vers des difficultés de recrutement durables, structurelles, pas seulement conjoncturelles, et qu'il faut aujourd'hui véritablement sécuriser son capital humain. Et je pense que ça rentre en compte parce que de plus en plus, on a des chefs d'entreprise qui disent que leur principal problème, c'est la main-d'œuvre qualifiée, de conserver la main-d'œuvre qualifiée, et que même s'il y avait un ralentissement économique, même s'ils avaient une baisse de leur carnet de commande, ils n'ajusteraient pas leurs effectifs aussi drastiquement qu'ils l'ont fait par le passé, parce qu'ils ne sont pas sûrs de pouvoir retrouver ces personnes qualifiées. Donc on voit qu'aujourd'hui, il y a une vraie préoccupation de pays vieillissants, de population active qui diminue, et puis surtout de qualification de la population active. Et ça fait un peu de rigidité sur le marché du travail, à mon avis, et ça peut expliquer aussi des changements de comportement dans les contrats de travail. Bon, les 7% de chômage à mi-2022 souhaités par Muriel Pénicaud, de taux de chômage, semblent quand même difficilement accessibles. L'OFCE a publié une estimation à 7,8% de chômage fin 2022, donc pas à la fin du quinquennat, pas au mois de mai-juin, mais à la fin de l'année 2022. En tout cas, on a un vrai recul du chômage qui est absolument indéniable, en même temps qu'on a une vraie hausse du pouvoir d'achat qui est absolument indéniable. Quand on regarde les différents éléments dont on dispose, et notamment cette prime Macron, qui sera reconduite un peu sous condition. Il faudra que l'entreprise ait mis en place un plan d'intéressement, mais cette prime Macron... Ça exclut beaucoup de... Ça va exclure pas mal... Il y avait un amendement pour essayer de sortir de cette contrainte les PME de moins de 11 salariés. L'amendement a été validé en commission, mais il a été rejeté par les députés, de justesse, mais rejeté par les députés. Donc toutes les entreprises voulant verser cette prime Macron doivent avoir mis en place un plan d'intéressement. Je ne sais pas combien d'entreprises vont devoir y renoncer à cause de ça, mais ça fera du monde. Hein. Et la France va bien en relatif par rapport à la zone euro. Merci les Gilets jaunes. Quand même. Pour une fois qu'il y avait une mesure de relance budgétaire, même si on l'a pas fait exprès. Non, pas fait exprès. Il est certain qu'on a fait une politique de relance, de subvention de la consommation. Hein. Oui, mais contracyclique justifie. Et puis vous avez parlé de la hausse du pouvoir d'achat, elle est assez significative et elle est assez ciblée sur ce qu'est le problème de tous les pays développés, c'est-à-dire les classes moyennes. Donc il y a quelque chose d'assez astucieux dans la manière de mener nos politiques économiques aujourd'hui.
Bon. faut maintenant que ça se poursuive. L'Institut des politiques publiques, rattaché à l'École d'économie de Paris, constate quand même que les 10% les plus pauvres sont ceux qui ne bénéficient d'à peu près rien. Puisqu'effectivement, tout est ciblé vers celui qui travaille et vers l'idée que le travail doit payer davantage que la non-activité. Donc on a principalement des mesures qui sont pour des contribuables ou pour des actifs. Bon, la politique de la relance, elle est possible. Elle serait possible en Allemagne, mais les Allemands ne semblent pas décidés à passer à l'acte. Pendant ce temps, Christian Parizeau, vous regardez régulièrement les résultats d'entreprise, notamment au 3e trimestre. Et là, on a des données réelles, concrètes, de ce que signifie la guerre commerciale en termes d'impact. C'est surtout intéressant parce que là, on met un petit peu l'impact sur une entreprise que peut avoir l'incertitude politique. Alors, un exemple, c'est Hasbro qui a publié cette semaine, donc le fabricant de jouets Hasbro, et il nous a dit c'est incroyable l'impact que peut avoir Trump sur sa chaîne d'approvisionnement et sur ses commandes de ses clients. Vous savez que Trump doit monter les tarifs douaniers de 25% le 15 décembre, et lui, ce qui s'est passé, c'est qu'il a eu des clients qui ont exigé par contrat qu'ils soient livrés avant le 15 décembre pour pas avoir à payer la taxe. Du coup, il a dû faire des livraisons par avion et pas par bateau pour être sûr d'avoir de remplir les délais. Donc c'est des coûts énormes. Alors on a vu que UPS a publié des résultats, plus 26% des livraisons par avion. Donc on voit qu'aujourd'hui c'est des coûts de production supplémentaires. Et puis surtout, il y a même des clients qui ont dit je signe pas de contrat parce que je suis pas sûr que je vais pas avoir cette taxe, donc je préfère pas prendre le risque en tant que distributeur d'avoir aujourd'hui cette taxe. Donc ça crée de l'incertitude. Texas Instruments, pareil, il y a aucun client qui veut s'engager aujourd'hui face à ce qui va se passer en termes de politique commerciale. Donc là, c'est vraiment des coûts sur la chaîne de production, et on voit qu'il nous disait clairement, j'attends d'avoir des retours de nos clients, c'est pas où on va sur le 4e trimestre à cause de ça. Donc ça donne vraiment l'image de l'impact de cette incertitude politique. Alors c'est vrai que c'est peut-être un impact de court terme, mais je vous mets en avant le Brexit. Aujourd'hui, on reporte de 3 mois, c'est ce qui semble un petit peu se dessiner, mais même 3 mois, on voit l'impact que ça a dans le comportement des entreprises et le côté attentisme que l'on a. On a aujourd'hui des sociétés américaines qui disent j'ai plus aucun investissement, mes clients ils font par exemple United Technology, sa division camion frigorifique, moins 68% sur un an, parce qu'ils ont tout gelé leurs investissements, parce qu'ils veulent avoir des certitudes où va l'économie américaine. Donc ou même au niveau international, ils ont des grosses baisses de vente. Donc on voit qu'il y a véritablement un blocage aujourd'hui, et ce blocage politique est très très important et représente un vrai coût aujourd'hui pour les entreprises, et on commence à le voir dans le compte des entreprises surtout. Et on commence aujourd'hui. Caterpillar, ils nous ont dit tous leurs distributeurs dans le monde ont contracté leur stock alors qu'ils avaient une hausse de leur vente. C'est-à-dire qu'ils ont en vente de net, en hausse en engin de chantier et tout ça, mais ce qui a plombé le résultat, c'est la contraction des ventes des distributeurs qui n'ont pas voulu prendre un risque sur les perspectives économiques. Donc ça, c'est quand même un élément important à voir. On a presque tendance à sourire avec ce qui se passe autour du Brexit, mais ça a un vrai coût économique. Monsieur Trump, quand il fait un tweet, un jour, il dit je vais faire les droits de douane, je vais le retarder de 10 jours, je vais l'avancer, les Chinois sont nos amis, sont nos ennemis, ils changent tout d'avis, et ça a un vrai coût économique derrière. Et on le voit dans le compte des entreprises aujourd'hui de ces résultats du 3e trimestre. Ça a été chiffré par une très bonne étude de la Fed au début du mois de septembre qui intégrait les effets sur la confiance, et ça a coûté un petit peu plus d'1 point sur la croissance en volume, en parité de poids déjà au niveau mondial, la principale victime étant la Chine. Alors attention, Trump, on accuse Trump, mais les Chinois sont quand même des enfants de cœur, donc voilà, c'est des petits malins. Donc alors c'est très important parce que pour l'accord, parce je pense que c'est l'intérêt de Trump et c'est l'intérêt plutôt de Xi Jinping. Bien sûr, il a besoin d'avoir de 5%. D'ici le 17 novembre, le sommet de la PEC, je crois qu'il faut un accord signé par les deux, etc. Mais au-delà du contenu, je crois qu'il faut lui donner de la durabilité, parce qu'on résoudra pas tous les problèmes d'ici le 17 novembre. De toute façon, c'est illusoire. Mais il faut lui donner de la durabilité, et si possible après l'élection du 4 novembre. Voilà. Jean-Pierre, le mot de la fin, le mot de la fin, j'y crois pas du tout, parce que c'est pas l'intérêt de Trump, c'est d'avoir un minimum de croissance de 2, de 5. Il n'y aura pas Deuxième sujet, de montrer les muscles. Donc c'est la raison pour laquelle il dit un truc, l'inverse le lendemain, etc. Les vrais dangers sera au moment où il sera réélu, et à ce moment-là, on entrera dans la véritable difficulté des rapports. Tu sais qu'aucun président, à part un cas McKinley en 1900, aucun président n'a été réélu dans un contexte de récession. Aujourd'hui, ce qui menace le plus... Ah oui, mais même si tu tombes à 1, t'empêcheras pas Warren et Sanders et Biden de dire on est en récession, regarde, etc. C'est la faute de Trump. C'est la raison pour laquelle il fera probablement tout ce qui est dans son pouvoir pour éviter une récession. Exactement. Donc il y a le verbe et la réalité. Jean-Hervé Lorenzi aujourd'hui, Christian Parizeau et Jean-Pierre Petit, rendez-vous demain à 9h.